Regain de tension à l'Est, Vladimir Poutine a officiellement reconnu hier soir l'indépendance de deux régions pro-russes qui ont fait sécession de l'Ukraine. Il a également annoncé envoyer son armée en appui dans ces deux régions du Donbass. Cette initiative met fin au plan de paix signé en 2015, les fameux accords de Minsk. L'OTAN dénonce et prépare des sanctions contre la Russie. La crainte d'une guerre totale grandit. Comment en est-on arrivé là? Bonsoir Guy Mettan. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste de la Russie. Et bonsoir Charles Adams. Bonsoir. Vous êtes avocat international américain, ancien ambassadeur également sous Obama. Merci à tous les deux d'être avec nous. Guy Mettan, on a entendu Vladimir Poutine hier soir. Est-ce une énième provocation du président russe ou une réaction légitime? Pour moi, c'est une réaction légitime, parce que les accords de Minsk sont morts depuis 7 ans. On a eu l'occasion de les mettre en application depuis 2015. Or, strictement rien n'a été fait. Les membres du format Normandie, notamment les Européens, se sont réveillés il y a seulement 10 jours, mais ils avaient 7 ans pour faire pression sur l'Ukraine, qui a délibérément, d'ailleurs le président Zelensky l'a encore rappelé il y a quelques jours, qui ont délibérément décidé de s'asseoir sur ces accords de Minsk et de ne pas les respecter. Donc à partir de là, le président Poutine a simplement tiré les conclusions qui s'imposaient en se disant, puisque l'Ukraine ne veut pas de ces accords, ils ne sont pas respectés, et bien dans ce cas, il en a pris acte et il est intervenu pour mettre fin aux déprédations, aux bombardements que subissent les populations du Donbass. Je rappelle qu'il y a eu 14 000 morts depuis le début du conflit, donc depuis 2014, ces morts sont essentiellement dans le Donbass. Charles Adams, est-ce que vous faites la même lecture que Guy Mettan? Du tout. Du tout. Ça ne surprendra personne. Le discours du président Poutine, j'ai trouvé extrêmement alarmant. Il met en cause la souveraineté de l'Ukraine, de toute la nation ukrainienne. Cela rappelle, pour moi, ce qui s'est passé en 1938, lorsqu'un certain chancelier allemand parlait de la population germanophone du Sudetenland tchèque. Vous comparez Vladimir Poutine à Adolf Hitler? Je fais une comparaison historique. Et c'est extrêmement grave. J'étais ambassadeur américain en Finlande. La Finlande fut pendant plus d'un siècle partie intégrante de l'empire des tsars russes. Serait-ce là une justification pour une invasion aujourd'hui de la Finlande par la Russie, dont les Russes gardent un très mauvais souvenir, je vous l'assure? Guy Mettan. Oui, bon, je ne partage absolument pas cette comparaison, que personnellement je trouve à la limite, presque un peu scandaleux. Ça n'a strictement rien à voir. Je rappelle par exemple que Israël s'est emparé de la Cisjordanie et du Golan il y a 55 ans, avec l'appui précisément des États-Unis, que les États-Unis n'ont absolument pas protesté contre ces violations flagrantes du droit international. Il y a une dizaine de résolutions des Nations Unies qui condamnent cette annexion. Ça continue depuis 55 ans. Je n'ai pas entendu à Washington de protestations contre ça. Même chose au Kosovo. On a fait une guerre, on a bombardé pendant 78 jours un pays européen qui s'appelle la Serbie. Il y a eu des dizaines de morts. Ce sont les États-Unis qui ont mené ce combat. On a fait une sécession du Kosovo. C'est exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant dans le Donbass. Aucune protestation des États-Unis, qui ont ouvert le plus grand camp militaire dans les Balkans qui s'appelle le camp Bondsteel. Et maintenant, on fait semblant de s'insurger contre la Russie qui vient protéger les gens, les russophones du Donbass. Donc je me demande où est la cohérence dans ce genre de L'hôpital qui se moque de la charité, nous dit Guy Mettan. Je ne suis pas du tout cette analyse. Il faut se rappeler que la Russie, depuis des années, prend des initiatives de ce type-là, la Crimée, l'Abkhazie, l'Ossétie, pourquoi pas l'Estonie. Il y a des russophones en Estonie aussi. Ce n'est pas une raison d'occupation ou d'assertion de souveraineté, tout simplement. C'est une violation du droit international. Pourquoi l'Ukraine en particulier cristallise toutes ces tensions, Charles Adams? Quels sont aussi les intérêts de l'OTAN en Ukraine? L'intérêt de l'OTAN est la paix et la stabilité européenne qu'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui aujourd'hui est mise en cause par les initiatives malencontreuses
de ce régime russe. Qui m'étend ? Oui, moi je ne partage pas du tout cette analyse. C'est complètement faux de présenter l'OTAN comme un gentil club de bridge qui passerait son temps à distribuer la paix. Je rappelle qu'il y a eu toute une série de guerres entreprises par l'OTAN qui a envahi l'Irak sous le leadership américain en 1991, en 2003, qui a envahi l'Afghanistan, qui a bombardé la Libye, qui continue via l'Arabie saoudite à bombarder le Yémen. Donc j'entends tout ça, c'est des actions agressive militaire de l'OTAN à 10 000 km de ses frontières. On ne voit pas ce que l'OTAN, qui est le traité de l'Atlantique Nord, vient faire en Afghanistan ni en Irak, à 15 000 km de l'océan Atlantique. Donc c'est une organisation militaire, c'est une organisation agressive qui prétend faire la police sur l'ensemble de la planète et maintenant qui se trouve confronté à des gens, à des pays qui n'acceptent plus ce type d'intervention agressive. Il y a un changement de ton, en tout cas du côté de Vladimir Poutine. En effet. On a eu droit à un discours d'une rare belligérance. Mais ce que nous dit Guy Mettan, c'est que c'est l'OTAN qui fait preuve de belligérance. Mais pas du tout. Mon ami M. Mettan nous a parlé de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Jordanie, d'Israël, s'agissant de l'OTAN. Nous sommes en Europe. L'Ukraine est en Europe. Cette crise qui a été provoquée par le président Poutine nous vise aussi, qui sommes en Europe. Il faut qu'il y ait une réaction cohérente. Est-ce que la guerre totale est possible en Ukraine ? Est-ce que vous y croyez ? Personnellement, non. Je crois qu'on assiste à une répétition de ce qui s'est passé en Crimée il y a quelques années. Je partage tout à fait cet avis. Personnellement, je n'ai jamais pensé qu'il y aurait une guerre ni une invasion russe, contrairement à toute la propagande qu'on a pu entendre ces dernières semaines, et je ne pense pas qu'il y en aura. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas dans l'intérêt de la Russie, ni d'ailleurs dans l'intérêt de personne, à ce qu'il y ait un conflit généralisé au centre de l'Europe. Et ça, je suis personnellement convaincu que ce ne sera pas le cas, en tout cas, effectivement. Et là, je peux partager l'avis de M. Adams. Nous sommes d'accord là-dessus. Sanctions internationales préparées contre la Russie. La Suisse devrait suivre. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces sanctions internationales, Charles Adams ? Elles sont nécessaires, elles sont justifiées. Il faut qu'il y ait une réaction à ce qui est une violation caractérisée du droit international. Qu'il s'agisse de Donetsk et de Luhansk ou de l'Ukraine tout entière, c'est illégal, il faut réagir. Oui, personnellement, ce que je constate, c'est que la diplomatie, malheureusement, des États-Unis depuis quelques années et celle de l'Europe ne sait plus rien faire d'autre que de faire des sanctions. N'a plus aucune capacité de négociation. Le seul discours qu'ils entendent, c'est sanctions, sanctions, sanctions. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Donc, je les regrette. À part ça, il faut quand même dire que ces sanctions ont rendu un très grand service à la Russie. Depuis qu'elles sont appliquées en 2014, l'économie russe a fait un bond en avant. Elle a conforté, non seulement elle était résiliente, mais en plus elle a conforté ses positions, notamment en matière d'Internet, dans toutes sortes de domaines économiques. C'est devenu la première puissance exportatrice de blé dans le monde. Ça, c'est grâce aux sanctions. Donc, on peut continuer à sanctionner. Je pense que les effets de ces sanctions ne sont pas du tout ceux auxquels on peut s'attendre et ça ne va que contribuer à renforcer l'économie russe qui s'est beaucoup diversifiée. Mieux vaut des sanctions qu'une riposte militaire. Ça, c'est vrai. Oui. Et les sanctions auront pour effet d'encourager la Russie, on l'espère, à respecter davantage les normes internationales et le droit international. Mais on a l'impression que ces sanctions ne mènent pas à grand-chose en termes de résultats. Pour l'instant, non. Raison de plus pour les appliquer avec davantage de zèle. Une chose qu'on ne comprend pas bien aussi, pourquoi les négociations, toutes ces discussions qui ont été amorcées entre les différentes nations aboutissent à rien. On avait le sommet de Genève en juin dernier. On voit aujourd'hui le résultat. Il y a un échec diplomatique au sens large. Parce que, ma foi, il y a une partie à ces discussions qui manifestement a des velléités d'expansion de sa souveraineté sur ses voisins.
Guy Mettan? Je ne partage pas cet avis, parce que ce qui se passe, c'est que depuis 15 ans, la première fois que le président Poutine a manifesté, disons, son mécontentement et ses préoccupations pour la sécurité de son pays, ça a été à la conférence sur la sécurité de Munich en 2007. Ça fait exactement 15 ans. Or, les Européens et les États-Unis n'ont absolument pas voulu entrer en matière, ni même comprendre ces soucis. Monsieur Brzezinski l'avait déjà dit dans les années 60, Henry Kissinger l'a écrit, le père du containment soviétique, George Kennan, l'a écrit dans New York Times en 1997 en disant « Non, l'OTAN ne doit pas progresser en Europe de l'Est ». D'ailleurs, une parole a été donnée. Elles sont dans le National State Archive de l'Université de Washington. Tout ça est fait. On s'est assis dessus parce qu'on a cru qu'on pouvait, au fond, rouler les Russes dans la farine. Maintenant, on est en train de payer nos inconséquences. C'est dommage, je le regrette, mais j'espère qu'on réussira à résoudre cette crise. Un mot encore, Charles Adams, négociations prévues toujours jeudi à Genève entre Sergueï Lavrov et Anthony Blinken. Qu'attendre de cette rencontre? On peut espérer finalement que les deux parties s'entendent sur un moyen de gérer une situation provoquée par la Russie, mais apte encore, je pense, à se calmer. Je ne crois pas en tout cas à la guerre totale. Je crois à la possibilité d'un arrangement qui, pour les Russes, leur donne un certain confort quant à la présence de l'OTAN et ses capacités à s'étendre davantage vers l'Est. Merci beaucoup Charles Adams et merci beaucoup Guy Mettan d'avoir été avec nous.